Quand j'ai commencé à regarder Zemmour et Nolo à la télévision, Éric Zemmour écrivait un livre qui s'appelait Le Premier Sexe, tandis qu'Éric Nolot incarnait une gauche républicaine, laïque et antitotalitaire. Et puis, les années ont passé, les clivages se sont bouleversés, les fractures se sont accentuées et les camps se sont retournés. D'un côté, MeToo est arrivé et aujourd'hui, quand on veut se débarrasser de quelqu'un qui est en trop ou qui pose problème, on l'accuse non plus d'avoir la rage, mais d'agression. Les géants d'hier, PPDA ou Depardieu, ne sont plus présents que dans les colonnes de Mediapart. Et Edwy Plenel est devenu le juge de cette société de lapidation de la cancel culture, dont le slogan pourrait être « Il n'y a pas de fumée sans feu ». Et en même temps, de l'autre côté, Zemmour, qui n'était qu'un petit polémiste, a failli être président de la République. Le Front National a 89 députés, Charlotte Dornelas, Bastier, Yvan Rioufol sont tous les jours à la télévision. Et une chape de plomb qui faisait qu'il y a encore 15 ans, tous les journalistes étaient à peu près de la même opinion, une chape de plomb est tombée. Et on pourrait dire qu'une certaine droite a gagné le combat gramsciste des idées. Alors c'est dans ce contexte de nouvelles fractures où l'on pourra retrouver dans le même camp Bayrou et Marion Maréchal Le Pen, où les libertaires d'hier sont les conservateurs d'aujourd'hui, que Nolo signe peut-être le tome 2 du livre Le Premier Sexe de Zemmour, un pamphlet violent, peut-être de mauvaise foi, ou en tout cas un pamphlet agressif, dans la grande tradition du pamphlet, contre Sandrine Rousseau, cheveux courts et idées longues, aimant autant le sexe qu'une salafiste, aimant autant les hommes que je ne sais pas qui. Sandrine Rousseau est le visage de l'enfer, Éric Nolot. D'abord, deux petites choses. D'abord, moi, je n'ai pas changé depuis cette époque. Vous m'avez défini comme un homme de gauche antitotalitaire, républicain, laïque et social. Je suis resté, je l'espère, digne de tous ces adjectifs. Et ensuite, je me demande s'il ne faut pas changer le dicton, transformer il n'y a pas de fumée sans feu en il n'y a pas de fumier sans feu. Ah oui, je crois que ce serait mieux. Dès qu'il y a un petit parfum de scandale, c'est qu'il y a un fumier derrière, un homme qui s'est comporté en fumier. Vous avez raison, c'est devenu maintenant une arme de destruction massive, puisque en fait, l'accusation vaut culpabilité. Vous ne pouvez pas vous défendre, ça se fait dans les médias, ça se fait dans les réseaux sociaux, et même si vous êtes innocenté 5 ans plus tard, c'est terminé. Donc moi j'ai voulu en effet, dans ce pamphlet, c'est un mot que je revendique, j'ai voulu analyser une des pièces maîtresses de ce nouveau dispositif, en effet, c'est Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau qui est le symbole de ce qui a pignon intellectuel sur rue, c'est-à-dire l'écoféminisme. L'écoféminisme, ce qui est une écologie punitive, un féminisme punitif, et je pense que c'est un programme de destruction de la civilisation française, en tout cas de tout ce à quoi nous sommes attachés. Il faut le détruire méthodiquement. Par exemple, les rapports entre les hommes et les femmes ne sont plus maintenant perçus que sous l'angle de la guerre, de la domination. Il y a d'un côté les victimes, ce sont toutes les femmes. De l'autre, il y a tous les bourreaux, c'est les hommes. La démocratie également, maintenant tous les moyens sont bons. La violence, on procède par la violence. Par exemple, Madame Rousseau, pendant la semaine, vote des lois et puis le week-end s'assoit sur les lois qu'elle a votées en participant à des manifestations interdites et en accréditant des sabotages. Et puis j'espère qu'il y a un point qui est assez peu développé, j'espère qu'on aura le temps de l'aborder, c'est surtout un assaut sans précédent contre la culture. Oui, on va en parler. C'est-à-dire qu'il faut détruire la culture, il faut que la culture soit maintenant assujettie à la nouvelle idéologie, à ce progressisme, à ce wokisme. Alors c'est bon pour la culture d'aujourd'hui, évidemment, mais c'est aussi bon pour la culture d'hier qu'il faut réécrire ou alors détruire en balançant par exemple divers breuvages, diverses boissons sur des tableaux de maître, comme ça a été fait et comme ça a été approuvé par Madame Rousseau. Donc elle a un programme très 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 élaboré auquel j'ai l'immodestie de prétendre m'opposer. Oui, mais alors ce qu'on pourrait vous reprocher, c'est que est-ce que c'est pas un adversaire un peu facile, car finalement, Sandrine Rousseau, elle est très caricaturale, elle est au fond, finalement, elle est un peu... je trouve peut-être pas moins fort d'attaquer quelqu'un qui est caricatural et extrême que, par exemple, d'attaquer
quelqu'un, disons une wokiste ou une représentante de cette culture-là qui serait beaucoup plus modérée, c'est-à-dire beaucoup plus socialement acceptée. Parce que finalement, Sandrine Rousseau, tout le monde se moque d'elle, elle a un peu mauvaise presse. Alors que peut-être que ce qui est beaucoup plus dangereux, ça serait le moment où cette culture de Sandrine Rousseau devient la norme. Finalement, est-ce que je ne sais pas, mais Marlène Schiappa serait pas plus dangereuse que Sandrine Rousseau parce que plus modérée, parce que plus socialement acceptée, parce que plus consensuelle et donc plus pernicieuse. Sandrine Rousseau est la record woman des invitations dans la presse et dans les médias. Les invitations qui sont faites à Sandrine Rousseau reposent sur un marché très particulier. C'est qu'en échange de ne pas trop l'embêter, on ne va pas chercher la petite bête, on ne va pas la pousser dans ses retranchements, elle va vous fournir une petite phrase ou alors sortir une bourde incroyable qui va être reprise dans les journaux, ce qui est excellent à la fois pour Sandrine Rousseau et pour le média. Ça fait du buzz, ça fait des clics. Ensuite, Sandrine Rousseau est quand même porteuse d'un programme de répression et de régression tout à fait exemplaire. Vous avez l'air d'en faire peu de cas. Mais on va en parler. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que en effet, il y a toute une partie des Français qui rigolent en attendant Sandrine Rousseau. Mais c'est pas là où ça se joue, vous le savez très bien. Vous avez parlé de Gramsci. Gramsci a compris qu'il fallait d'abord s'imposer dans le champ des idées avant de s'imposer dans le champ général. Et le wokisme, le rousseauisme, qui est pour moi un totalitarisme, a bouffé déjà les cervelles d'une grande partie du milieu médiatico-artistico-intellectuel. Beaucoup de gens fonctionnent sur les valeurs rousseauistes. Donc, je pense qu'il fallait les éclairer, il fallait les dénoncer. Et ensuite, même d'un point de vue féministe, Sandrine Rousseau est porteuse d'un programme de régression inouï. Elle a eu cette phrase qui, moi, je pense, restera dans les annales. « Je préfère les jeteuses de sorts aux ingénieurs EPR ». C'est-à-dire qu'elle préfère les sorcières aux hommes qui font des études. C'est-à-dire qu'elle pense que la place d'une femme, c'est de danser le sabbat au milieu de la forêt par une nuit de pleine lune plutôt que de faire une grande école. Il y a quand même une image de la femme qui serait du côté de la magie, de la sorcellerie, du sortilège, opposée à l'homme qui, lui, serait du côté de la rationalité, de la science et des études, qui, même d'un point de vue féministe, est tout à fait terrifiant. Donc je pense que, contrairement à vous, je la trouve tout à fait exemplaire. J'aurais eu du mal à faire un pamphlet sur Marlène Schiappa, vous voyez. D'ailleurs, vous vous êtes déjà occupé de son cas à Playboy, donc qu'est-ce que je pouvais... On n'ira pas au-dessus. Voilà. Mais le danger, est-ce qu'il y a un visage humain ? Le danger, est-ce qu'il y a un visage sympathique ? Est-ce que Sandrine Rousseau, elle n'a peut-être pas un visage trop antisympathique pour être dangereuse ? Non, je ne crois pas. Vous savez, après une série de gamelles électorales incroyables, elle a perdu à peu près à toutes les élections où elle s'est présentée, elle a fini par être élue quand même dans le 13e. Alors certes, on lui a taillé une circonscription sur mesure, certes, candidate NUPES, donc pas de candidature à gauche, pas de concurrence. C'est pour ça que je déteste le 13e. Oui, mais non, mais le 13e est un arrondissement très intéressant par ailleurs, mais c'est pas le débat, c'est pas le sujet de notre échange, mais vous avez quand même des gens qui majoritairement ont décidé que ce serait formidable d'être représenté par Sandrine Rousseau à l'Assemblée nationale, où elle multiplie les frasques. Voilà. Et ensuite, j'ouvre mon livre par ça. La manière dont elle flingue ses candidats politiques, c'est quand même, Julien Bayou notamment, où quand même elle est arrivée sur un plateau de télévision en accusant Julien Bayou de pousser des femmes au bord du suicide, ce qui s'est avéré absolument faux. Le dossier était complètement vide. Je trouve que quand vous mettez tout ce que je viens d'énumérer bout à bout, ça fait quand même une figure extrêmement inquiétante. Est-ce qu'elle est antipathique ? J'en suis pas sûr. Elle a toujours ce petit sourire. Je commence aussi par parler de son sourire. Elle a toujours ce petit sourire un peu énigmatique, et des tas de gens ne voient pas ce qui se dissimule derrière elle, c'est-à-dire un programme idéologique que je trouve terrifiant. Ouais. Et vous revenez notamment sur le cas de Julien Bayou au début de votre livre, et notamment finalement comment ces gens de la cancel culture, et Rousseau en particulier, font non plus la justice dans les tribunaux, mais la justice dans les médias. Les médias qui ne respectent pas la présomption d'innocence, qui ne respectent pas le contradictoire, qui ne respectent pas la prescription, qui d'ailleurs ont rétabli la peine de mort ou la peine à perpétuité finalement. Et vous expliquez comment finalement ce tribunal médiatique en quelque sorte, qui là, pour le cas de Julien Bayou, on a détruit la vie d'un mec complètement en inventant des allégations qui se sont révélées fausses, et quand on coupe la tête de quelqu'un, on ne peut pas la remettre. Donc, et finalement...
ce qui est détonnant, je trouve, actuellement, c'est que dans la figure du mal, du mal M-A-L, dans la figure du démon aujourd'hui, des choses vraiment, Edwy Plenel ou ces gens-là ne sont pas dans la société, on n'insiste pas sur les ravages, les dégâts, la dangerosité de ces gens-là. Genre, on a toujours des figures de la monstruosité, comme je sais pas qui, voilà. Ces gens-là n'ont pas une image publique de gens dangereux et démoniaques. On pourrait les voir comme Alain Soral ou comme, vous voyez, comme vraiment des gens extrêmement dangereux. C'est pas du tout l'image que renvoient les médias. Au contraire, on les rend sympathiques, voire même Chevalier Blanc, voire même Robin des Bois. Mais c'est ce que je vous explique. Je vous dis que cette idéologie, cette mentalité, cette vision de l'existence a déjà gagné énormément de terrain, au point que, comme vous le dites, on les prend pour des gens qui veulent rendre la justice, on les prend pour des gens qui sont animés de bonnes intentions, mais ils sont animés des pires intentions possibles. Ils sont animés par la volonté de détruire l'adversaire politique, et ils sont animés par la volonté de détruire tout ce qui les a précédés. Il y a du Taliban dans Sandrine Rousseau. Alors vous en parlez, alors ça c'est intéressant. Vous en parlez peut-être pas assez, mais bon. Non, mais il y a du Taliban parce que c'est la même mentalité. Les talibans arrivent au pouvoir en Afghanistan, ils disent il n'y avait rien avant l'islam. On leur dit si, il y a des bouddhas, on va les dynamiter. Sandrine Rousseau arrive sur le devant de la scène, elle vous dit il n'y a rien avant l'écoféminisme. On lui dit si, il y avait beaucoup de choses. Non, on va balancer de la soupe sur les tableaux et puis on va dire que tout ce qui nous a précédé, en tout cas, est à foutre à la poubelle. Pourquoi ? Parce que toutes ces œuvres ont été conçues du temps du patriarcat. Donc, tout ça est nul et non avenu, on recommence sur des bases. C'est un principe révolutionnaire. On a vu ça du temps du nazisme, il y avait l'art dégénéré, tout ce qui les avait précédés, c'était l'art dégénéré qu'il fallait détruire. On a eu ça du temps du stalinisme, tout ce qui les avait précédés, c'était l'art bourgeois, il fallait donc le détruire, le faire disparaître, et on a ça du temps du wokisme et du rousseauisme. Tout ce qui nous a précédés doit disparaître. Ensuite, pour finir, en prolongeant sur ce que vous disiez, il faut bien se rendre compte du projet. Chaque fois que Mme Rousseau ou ses amis dénoncent le comportement violent d'un homme, ils ne s'arrêtent pas là. Parce que s'il s'agit de dénoncer les violences faites aux femmes, je pense que tout le monde, à part quelques psychopathes, vont être d'accord. Mais non, ça va plus loin. En fait, ce qui est en cause, ce qui est remis en cause, c'est pas seulement la violence, qui est condamnable évidemment, mais le désir masculin en tant que tel, la sexualité masculine en tant que telle. Qu'est-ce qu'on a reproché ? Qu'est-ce qu'elle a reproché à Julien Bayou ? En fait, d'être un queutard, en réalité. Depuis quand être un queutard entre dans le code pénal ? La polémique autour de Picasso. On vous dit Picasso avait des comportements violents entre les femmes. Tout le monde dit, écoutez, c'est répréhensible. On vous dit, regardez, c'était un homme qui tenait les femmes sous emprise. À 90 ans, il était avec une femme de 45 ans. Cette femme de 45 ans, ne savait pas ce qu'elle fait ? À 45 ans, elle est encore sous emprise, c'est encore une gamine. Non, simplement, c'est le désir masculin qui est remis en cause. Donc, destruction de l'adversaire politique, destruction de tout ce qui précède, destruction de la civilisation pour en bâtir une autre, à nouveau frais. Et cette autre civilisation est terrible. C'est une civilisation totalitaire, je n'en veux pas, je m'y oppose dans ce pamphlet. Mais alors oui, et ça vous en avez parlé sur la ressemblance avec l'islamisme, c'est qu'il y a finalement dans le wokisme et l'islamisme une même haine de la sexualité, une même haine de l'amour courtois, une même haine de la drague, un même puritanisme. Au fond, le salafiste et Sandrine Rousseau, ils ont à peu près des opinions sur la vie assez proches en fait, c'est-à-dire ils aiment pas le sexe, ils aiment pas la drague, ils considèrent que c'est finalement une vision qui pourrait se rejoindre et finalement qui peut aller, il y a une nouvelle alliance qui peut être en train de s'organiser entre les deux, quoi, qui d'ailleurs on est en train de voir en France. Mais évidemment, ça s'appelle l'islamo-gauchisme, très simplement. Donc il y a des points de convergence entre l'islamisme, l'islam politique et le gauchisme. Alors c'est évidemment une alliance électoraliste, bien sûr, puisqu'on essaie quand même de draguer les voix de ce côté-là. Mais il y a aussi un puritanisme, en effet, qui les rapproche. Il y a même des points de rapprochement qui sont tout à fait surprenants sur le voile, par exemple. Bon, alors donc le voile, je développe pas ce que représente le voile pour l'islam politique. C'est une sorte de plus que de symbole. C'est le point crucial de l'oppression de la femme
par l'homme dans cette société islamiste. Madame Rousseau défend le voile également. Elle vous dit c'est un embellissement le voile. Il faut laisser les femmes porter le voile, un embellissement. Alors, évidemment, l'histoire parfois se charge de vous mettre dans des situations difficiles, et c'est ce qui est arrivé avec la révolution en Iran. Tout d'un coup, en Iran, voilà des femmes qui, pour enlever leur voile, prennent tous les risques. Le risque d'être mises en prison, torturées et assassinées. Elle est bien ennuyée, Madame Rousseau. Donc elle fait beaucoup de... Elle se tortille, elle essaye de défendre le voile ici et puis de défendre la liberté de l'ôter là-bas. Ça ne marche pas. Elle arrive dans une manifestation à Paris en soutien des femmes iraniennes. Elle se fait huer par tout le monde. Elle se fait huer par tout le monde parce que les femmes ont compris qu'il y a un double discours. Les femmes qui étaient présentes ce jour-là ont compris que Madame Rousseau est l'allié objectif des mollahs iraniens et des talibans afghans. Ces femmes-là ont compris. Et Madame Rousseau ne peut pas tout le temps essayer de jouer sur les deux tableaux. Ça ne marche pas. Mais alors, ce qui est aussi amusant, intéressant, c'est que autant il y a une alliance d'un côté entre les islamismes et une certaine forme de wokisme, mais autant de l'autre côté, on voit presque un nouveau mouvement, parce que de la même manière qu'il y a un mouvement wokiste, il y a aussi un mouvement anti-wokiste. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce mouvement, il y a à la fois des gens de droite qui ont toujours été de droite, une certaine droite mondiale, et à la fois tous les anciens libertaires d'hier. C'est-à-dire, on peut retrouver finalement Finkielkraut, Bruckner, tous ces gens-là étaient des gauchistes d'hier. Et finalement, on va retrouver, avec tenant à peu près les mêmes discours, et des discours assez proches, toute une certaine gauche un peu libertaire, etc., et à la fois toute une droite ultra-conservatrice. C'est-à-dire, on va retrouver finalement dans le même sac Maïwenn qui attaque Elie Plenel et qui garde Johnny Depp, je sais pas, Marion Maréchal ou Yvan Rioufol, Éric Zemmour et Emmanuel Seigné qui défend Polanski. Enfin, on a l'impression qu'il y a une sorte de nouveau clivage transpartisan où toute une partie de la gauche qui était libertaire va se retrouver plus proche d'une certaine droite à cause de cette fracture qui se fait. Si vous voulez savoir si je me sens plus proche d'Alain Finkielkraut que de Sandrine Rousseau, et la réponse est évidemment oui. Mais moi, c'est pas ça qui m'importe. Moi, ce qui m'importe, c'est à gauche de jouer la demi-finale. C'est-à-dire la gauche authentique contre la gauche autantoque, que représente Sandrine Rousseau et les autres. Une fois qu'on aura gagné la demi-finale, ce qui n'est vraiment pas gagné, puisque on est même assez mal parti, parce que la gauche que je représente, pour l'instant, est très minoritaire, s'est fait laminer par cette gauche wokisme. Enfin bon, vous savez, il y a des précédents. La gauche que je représente a été laminée pendant longtemps par la gauche totalitaire. Et nous étions, je ne me compare pas aux grands ancêtres, ce serait complètement ridicule, mais tous les grands esprits de gauche antitotalitaires ont été traités de fachos. Orwell a été traité de facho, Camus a été traité de facho, Simon Less, anti-maoïste, a été traité de facho, etc., etc., etc. Et vous regardez ce qui s'est passé. C'est quand même eux qui l'ont emporté à la fin. L'Union soviétique, tout le bloc communiste s'est effondré, et cette gauche-là a surnagé. Maintenant, nous avons affaire à un deuxième adversaire assez redoutable, parce que quand même le stalinisme avait quand même mauvaise presse, on le critiquait, c'était anti-libertaire, tandis que là on dit mais non, vous voyez, ça part d'une bonne intention, ils veulent l'égalité entre les hommes et les femmes, ils veulent ceci, ils veulent cela, ils veulent qu'on expie les fautes du passé, il faut expier pour l'esclavage, il faut expier pour la colonisation, il faut expier pour ceci, il faut expier pour cela. Donc ce sont des adversaires un peu plus difficiles. Mais moi, que je sois d'accord avec Alain Finkielkraut ou d'autres gens qui sont traités de réac, moi, peu me chaud en réalité. Moi, je roule pour ma gauche jusqu'à ce qu'on reprenne le dessus sur cette imposture de la gauche wokiste dont Sandrine Rousseau est une des figures de proue. Oui, mais alors, ce qu'on pourrait vous reprocher, c'est que... On me reproche tant de choses, vous savez. Non, mais c'est qu'on a parfois l'impression... On dit souvent qu'en politique, il faut être comme Carl Schmitt, il faut voir l'ennemi principal et s'allier en quelque sorte contre les ennemis. On a l'impression que vous avez un peu une position de demi-mesure, c'est-à-dire que on pourrait vous dire pourquoi dans ce cas-là, vous savez bien que vous êtes plus proche d'une certaine droite que de Sandrine Rousseau, et que si l'ennemi principal est le wokisme, la seule façon de gagner contre le wokisme serait d'allier tous les gens
qui sont contre le wokisme. Et pourtant, je sais, vous avez fait un livre, vous n'êtes pas avec lui, mais vous avez fait un livre avec Onfray, vous êtes toujours assez ami avec Éric Zemmour, et pourtant vous avez toujours maintenu, par exemple, même politiquement, même si ça reste peut-être votre meilleur ami, mais vous avez toujours maintenu par rapport à Éric Zemmour ou par rapport à tout ça, quand même un cordon, enfin quelque chose, une barrière. Non, mais encore une fois, moi je suis prêt à discuter avec... j'ai pas de liste noire, donc je discuterai avec tout le monde. Je me sens par exemple très proche idéologiquement d'Onfray. Ça, c'est très exact. On a fait un livre ensemble, il y avait des différends, mais il y a énormément de points de convergence. Donc moi, c'est pas quelque chose qui m'arrête. Les bonnes volontés sont les bienvenues. Si des gens qui ne partagent pas mes options idéologiques fournissent des instruments d'analyse qui me paraissent valides, je les adopterai. Simplement, je crois que la lutte anti-wokiste peut s'organiser à partir de la gauche. J'observe depuis quelque temps, c'est récent, qu'il y a un frémissement, qu'il y a de plus en plus de gens de gauche qui sont anti-wokistes. Nathalie Henich, par exemple, le dit haut et fort, elle n'est pas la seule. Oui, et puis nous voyons quand même que cette gauche-là est l'objet de persécutions de la part de la gauche wokiste. Il y a des gens qui ne peuvent pas, par exemple, s'exprimer dans une université. Dans la France de 2003, M. Jean-Marc Rouillant, ancien tueur d'Action Directe, peut s'exprimer dans une université bordelaise sans problème. Mais cette dame, qui est une spécialiste de l'islam politique et du frérisme, a été empêchée de le faire à la Sorbonne et est maintenant sous protection policière. Donc, je vois que ça commence à changer, qu'il y a un sentiment quand même de mobilisation de cette gauche qu'on croyait morte à jamais, qui bouge un peu. Je trouve, il y a une forme de... C'est pas encore la résurrection, mais voilà, il y a un frémissement, et je crois que devant les excès du wokisme, devant la connerie quand même très épaisse de ces gens-là, il commence à y avoir une prise de conscience. J'espère que c'est un constat plus qu'un espoir, mais vraiment, je vous aurais pas tenu ce discours il y a encore quelques mois. Je trouve que les choses s'arrangent un petit peu et qu'on commence à dire que trop, c'est trop. Oui, mais alors, j'ai l'impression que au moment des présidentielles, il y a un an, pour moi, c'est cette question aussi un peu du wokisme qui séparait pour moi aussi Marine Le Pen et Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour avait aussi fait ce sujet un peu à son thème de campagne, alors que Marine Le Pen, c'est pas trop son sujet, quoi. Et on a l'impression que malheureusement... je pense que Mélanie qui a gagné en Italie, c'était pas non plus tellement son sujet. Je pense qu'en Italie, ils font rien contre le wokisme, alors que c'est Mélanie qui a gagné, qui normalement devrait lutter contre ça. Bref, j'ai l'impression que malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que le vote populaire a fait qu'on a bien vu que de parler de ces thèmes-là, les Français s'en foutent un peu. Ils s'en foutent un peu. On peut dire autrement, on peut dire qu'ils sont préoccupés par d'autres sujets. C'est vrai que vous avez... il y a eu énormément de crises qui n'étaient pas liées au wokisme, donc les gens ont été extrêmement mobilisés, à juste titre. Ça revient des manifs contre le... oui, il n'y a pas de manif contre le wokisme, mais c'est vrai que quand vous n'arrivez pas à boucler la fin du mois, il y a une question de priorité. Donc vous vous occupez plus de savoir comment vous allez vous nourrir et nourrir vos enfants et payer le loyer. Ça, c'est un peu normal. Et donc, c'est peut-être d'ailleurs ce qui a beaucoup nuit à Éric Zemmour, puisque lui, il était sur une veine existentielle. Et cette veine existentielle, le devenir de la France, etc. Voilà, civilisationnelle, bon, n'a pas réussi à s'imposer. C'est vrai que c'est la ligne plutôt, si on parle de la droite, de Marine Le Pen, qui était plus sur cette ligne-là. Et en effet, les Gilets jaunes n'ont jamais exprimé d'angoisse quant à la possible fin de la France. C'est peut-être une erreur de leur part. Hein. Maintenant, on ne peut pas leur jeter la pierre, puisque je comprends très bien que les questions matérielles, quand on est vraiment à 5 € près dans le mois, on pense plutôt à ça que... Vous l'avez dit, Éric Zemmour ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, il ne m'a pas attendu. Il m'a pas attendu pour le savoir. Non, mais il est tout à fait d'accord avec ça. Simplement, il pense que lui, c'est son sujet principal, qu'il en a fait d'ailleurs la base non pas d'un engagement, mais presque d'une mission. Il se sent toujours, je pense, investi d'une mission. Bon, apparemment, cette mission, à quoi elle répondait, n'a intéressé que 7% des gens, ce qui n'est pas si mal pour une première. C'est toujours mieux que Valérie Pécresse et le vieux parti des Républicains, pourtant. Mais enfin, c'est très en deçà, je pense, des espoirs d'Éric Zemmour et de son camp. Simplement, la vérité d'hier n'est peut-être pas celle de demain. Plus les choses avancent, plus le temps passe,
plus on voit que tout ce à quoi Madame Rousseau et ses amis veulent s'attaquer, c'est la France qu'on aime. Ah. Les rapports entre les hommes et les femmes, il y a quelque chose de, je trouve, de très plaisant en France, dans ce commerce entre les sexes. Pourquoi vouloir le remplacer par une guerre? Je ne pense pas que les femmes soient en guerre avec les hommes. Les hommes violents, il faut évidemment les punir, mais cette zone grise, cette zone de la drague, vous avez utilisé l'amour courtois tout à l'heure, je ne sais pas si ça existe encore tout à fait sous cette forme, enfin, peu importe, ce commerce de la séduction entre les hommes et les femmes, autant le garder. J'écoutais ce matin, ou non, c'était hier, sur une des chaînes publiques, France Culture ou France Inter, une journaliste qui interviewait une réalisatrice à propos de son film qui met en scène un couple. Il y a une femme d'un côté et un homme toxique de l'autre. Et la journaliste dit, oui, alors dans votre film, les choses sont assez simples. Il y a d'un côté un agneau et de l'autre un loup. Même la réalisatrice a été obligée de la modérer en disant, non mais vous savez, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Non, ce que veut Madame Rousseau, ce que veut cette culture, cette cancel culture, cette culture idéologique, c'est qu'il y ait des films édifiants. Cette nouvelle élite intellectuelle est un nouveau clergé. Ce sont des bonnes du curé, New Look, qui veulent des films édifiants comme les cathos nous les ont imposés, où il fallait une morale à l'histoire, mais comme il fallait une morale au film stalinien. Il y avait la confession et on peut se repentir. Eux, il n'y a pas de confession possible. Si, ça s'appelle l'autocritique, mais vous n'êtes jamais absous. Voilà. Mais vous devez la renouveler. Voilà, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a que l'enfer. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a que l'enfer. Et d'ailleurs, c'est un autre point commun avec le stalinisme, où vous deviez pratiquer l'autocritique, ce qui ne servait à rien, vous vous retrouviez quand même au goulag. Là, Madame Rousseau demande l'autocritique, sauf évidemment quand c'est ses amis, évidemment, et vous vous retrouvez quand même au goulag social. Alors c'est mieux que le goulag tout court, mais c'est quand même une forme d'exclusion. Non, et c'est surtout ce qu'on raconte, c'est que je pense que fondamentalement, et vous écrivez un peu ça dans le livre, vous dites, par exemple, il y a une phrase de Philippe Roth que vous citez que j'ai trouvé chouette, et on aura beau tout savoir, tout manigancer, tout organiser, tout manipuler, le sexe nous déborde. Et finalement, que la sexualité, comme la drague, comme l'amour, sont des choses tellement complexes, tellement irrationnelles, où il y a ce que Grodek appelait le ça, c'est-à-dire il y a quelque chose de sale, de crade, il y a quelque chose d'innommable, il y a quelque chose d'animal, de l'ordre de la pulsion, et il y a quelque chose qui finalement ne peut pas rentrer dans une sorte de vision à la meilleure des mondes, comme si on serait des machines. Et que même derrière ces termes d'emprise... tout le monde est sous emprise de tout le monde. Enfin, l'emprise est le synonyme de l'amour. Écoutez, je pense que même c'est le sentiment amoureux. Être amoureux, ça veut dire être sous emprise. Quiconque est amoureux est sous emprise. Pour le meilleur, parfois pour le pire, mais enfin souvent pour le meilleur. Ça peut être bien d'être sous emprise. Et d'ailleurs, c'est pas réservé, c'est pas les femmes qui sont sous emprise des hommes. Un homme amoureux est sous emprise d'une femme. Et ça peut être extrêmement positif. Voilà, il y a un sentiment de dépossession. Mais vouloir transformer les relations amoureuses en expérience de laboratoire. C'est-à-dire que ça doit obéir à des règles. Vous avez vu qu'il y a des applications maintenant. Moi, j'en ai téléchargé une, c'est très instructif. Des applications qui régissent les rapports amoureux. C'est-à-dire que les deux partenaires se mettent d'accord, mais c'est très sérieux. Enfin, c'est très sérieux aux États-Unis, au Canada. Ça commence à gagner du terrain en France. Mais enfin, on est un peu en retard parce qu'on a toujours un petit décalage d'une dizaine d'années dans le délire. Vous vous mettez d'accord par avance sur les pratiques. Voilà, sur les pratiques. Et il n'est pas question d'en dévier. Si dans le feu de l'action, vous voulez tenter quelque chose, il faut re-signer un contrat. Donc interrompre la session, si j'ose dire, rouvrir l'application et cocher d'autres cases. Et votre partenaire, ça marche dans les deux sens, l'homme et la femme autorisent ou n'autorisent pas ce que vous venez de procéder. Écoutez, quand on arrivera... Et le consentement, ça se retire à tout moment. À tout moment. Ça, c'est troublant. Parce que le contrat peut se renier. Tout à fait. Imagine, vous avez signé. Oui, mais vous changez d'avis. C'est catastrophique. Eh bien, stop. Vous devez changer le contrat. Alors, c'est un monde comme ça qu'on veut instituer, c'est-à-dire un monde de contrôle des corps et des têtes par une idéologie. Je vous répète, j'utilise à nouveau cet adjectif, c'est terrifiant. C'est ce que Orwell nous a expliqué dans 1984, c'est ce que Zamiati nous a expliqué dans Nous autres, c'est ce que tous les écrivains antitotalitaires nous ont expliqué, et c'est surtout ce que nous avons vu quand des régimes pareils ont été au pouvoir. Ce sont des gens qui veulent vous contrôler jour et nuit, corps et cœur et tête. Et d'ailleurs, oui,
là où c'est même pas spécialement féministe, c'est que ça fait pas du tout de la femme quelqu'un de libre, d'affranchi, de conquérant, etc. Au contraire, ça fait une victimisation totale. La femme est évidemment l'esclave de l'homme, elle est évidemment, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas du tout une idée. Au contraire, on pourrait avoir un féminisme conquérant qui dit il faut que les femmes fassent des grandes études, que les femmes décident tout, qu'elles soient indépendantes. Non, là au contraire, non, c'est l'esclave de. La femme est une victime par naissance. Voilà, bien sûr, voilà. Victime par naissance, et l'homme est un bourreau par naissance. Et d'ailleurs, moi j'en appelle à la littérature dans mon livre. Bon, il y a un programme de destruction de la littérature. Pourquoi ? Parce que la littérature, c'est le lieu de l'incertain. C'est le lieu de l'indécis, c'est le lieu de l'ambigu. Et je prends un exemple, je prends Balzac, et je prends La Cousine Bette. Et dans La Cousine Bette, évidemment, il y a tous les comportements possibles. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans la tête de Madame Rousseau, on est dans la vie. Et Balzac montre qu'il y a des femmes extrêmement destructrices, y compris d'ailleurs vis-à-vis d'autres femmes. En fait, la Cousine Bette, elle détruit moralement une autre femme. Et elle a des sentiments extrêmement ambigus pour un jeune homme. On ne sait pas si elle a un instinct maternel ou si elle le désire sexuellement. Bref, il y a aussi d'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est qu'il y a une scène, moi, que je trouve formidable, c'est une de mes scènes préférées du livre, c'est qu'il y a un vieux barbon qui a séduit vraiment une très très jeune actrice. Et puis elle le quitte. Et elle se fait entretenir par un autre homme. Et le premier barbon va rendre visite à sa maîtresse qui est maintenant installée chez un autre homme. Et quand il arrive chez l'autre homme, il est accueilli par son ancienne maîtresse qui lui dit « Ah !» La première phrase qu'elle lui dit « Ah, tu commences à comprendre mon bonhomme !» C'est-à-dire qu'elle lui dit « Écoute, des types comme toi, un de perdu, 10 de retrouvé. Maintenant, je suis avec un mec plein aux as. » Voilà. Donc, elle lui explique qu'en réalité, tout ce qu'on pourrait décrire comme un phénomène d'emprise, d'un homme plus vieux, d'un homme plus riche, en fait, c'est lui qui était sous emprise. Et une fois qu'elle a bien pressé le citron, elle est allée presser un autre citron. Donc, la vie est quand même beaucoup plus complexe que ce que nous en dit Madame Rousseau, que ce que nous en dit le wokisme, que ce que nous en dit la cancel culture. Mais il faudra choisir entre le wokisme et la littérature, entre le wokisme et la culture, car les deux ne peuvent pas cohabiter. L'un tuera l'autre. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, on pourrait demander à Mme Rousseau, je ne sais pas ce qu'elle répond, est-ce que un homme peut porter plainte contre une femme pour violence conjugale ? Ce serait... Moi, j'aurais très peur avec Mme Rousseau. Peut-être qu'elle serait très violente. Je ne sais pas, parce que c'est un peu un renversement de l'ordre idéologique. Normalement, il y a les bourreaux d'un côté, les victimes de l'autre. Là, vous introduisez un trouble qui peut peut-être avoir des répercussions extrêmement graves chez Madame Rousseau, qui tout d'un coup va vaciller sur ses certitudes, et ça peut même aller, je pense, jusqu'à un problème psychiatrique, ou en tout cas psychologique. Donc moi, je vous conseille pas de lui poser la question. Je vous pose pas Mais on devrait faire un nouveau manifeste de dire, vous savez, comme il y en a des gens qui disent, à 17 ans, j'ai découvert mon homosexualité, dire, écoutez, à 20 ans, j'ai découvert que j'étais différent. J'ai découvert ce qui serait le drame de ma vie. Je suis hétérosexuel. Alors vraiment, j'ai compris que j'étais pas normal et que ça n'allait pas. Mais j'ai essayé vraiment et je comprends pas. J'ai dû l'annoncer à mes parents. Oui, c'est-à-dire que se revendiquer hétérosexuel, oui, il y a maintenant une forme de provocation. Mais alors, si vous êtes comme moi, hétérosexuel blanc de plus de 50 ans, là, c'est quand même un cas très très grave, parce que quoi que vous fassiez, vous êtes responsable, puisque vous êtes responsable de toutes les injustices qui vous ont précédé. Vous êtes le bénéficiaire de ce système, donc en fait l'esclavage c'est vous, la colonisation c'est vous, les droits des femmes inférieurs à ceux des hommes c'est vous. Donc il n'y a pas moyen de s'en sortir, quoi. Il n'y a pas moyen de s'en sortir coupable à vie. Coupable à vie et coupable à perpétuité. Donc, remarquez, il y a un avantage quand même au wokisme, il faut quand même que je dise du bien du wokisme, même à un moment, c'est que c'est reposant. C'est un milieu très reposant, c'est un monde très reposant. Il y a le blanc, le noir, les coupables, les victimes, cacaboudin, bravo. Enfin, vous voyez, c'est vraiment des gens qui ont une conception extrêmement binaire, extrêmement manichéenne de tout. Et moi, de temps en temps, pas très longtemps, mais au moins 5 minutes, j'aimerais vivre dans leur tête. Ça doit être un repos terrible. On doit beaucoup mieux dormir. Tous les jours, vous vous levez avec le sentiment du bien. Vous êtes du côté du bien et vous allez faire reculer
l'injustice, même Mm. au prix d'autres injustices, par exemple en jetant M. Bayou au lion, mais peu importe, pour la bonne cause, pas grave. Enfin, oui, après, par quoi il y a des bugs, parce que imaginons qu'il y a alors là, quand il y a un noir qui. Alors là, ça peut poser des problèmes, quoi. Ou alors quand. Voilà. Alors oui, alors là, vous évoquez un problème sur lequel je pense que le wokisme peut se fracasser, c'est celui de l'intersectionnalité. Oui, tout à fait. Alors là, c'est un problème. Parce que par exemple, vous avez, là, il y a eu un cas très récent, des joueurs de football musulmans du championnat de France qui refusent de s'associer à des campagnes contre l'homophobie. Ouais. Alors là, c'est compliqué. Pour le wokisme, pour Madame Rousseau, c'est très compliqué. Ils sont musulmans. Ouais. Donc, par principe, ils ont raison. Pourquoi ? Parce que les musulmans sont des damnés de la terre, sont des opprimés, sont des oppressés. Donc, ils ont raison par principe. Même d'ailleurs, Madame Virginie Despentes a presque donné raison aux frères Kouachi, vous savez, les tueurs de Charlie, en disant en fait, ils ont voulu mourir debout pour ne pas vivre à genoux. Vous voyez, les mecs qui balancent des balles de Kalachnikov de sang-froid sur des types, c'est des mecs qui ont voulu vivre debout, quoi. Et puis, en fait, c'était des damnés de la terre puisqu'ils étaient musulmans. Alors là, c'est ennuyeux parce qu'il faut à la fois défendre les musulmans et les homosexuels. Mais vous avez des musulmans qui veulent pas, qui sont homophobes. Alors comment on fait ? Ils sont bien emmerdés. Ils sont très très emmerdés. Ou alors, vous avez monsieur... Il y a des points communs. Mais là, vous n'arrivez pas à soutenir les deux quand même. C'est compliqué. Donc dans la tête de Madame Rousseau, il y a des fils qui se touchent. Voilà, il y a des débuts d'incendie. Enfin tout ça, il y a des courts-circuits. C'est très... Tout ça est très douloureux. Vous avez aussi monsieur Quatennens. Monsieur Quatennens, normalement, il est de la France Insoumise. Il est dans le camp du bien. Il a frappé sa femme. Alors comment on fait ? Oui, il y a une autre ennui, c'est que, comme l'avait dit votre ami Éric Zemmour, on sait bien que la plupart des agressions qui se passent en banlieue sur des femmes sont souvent en effet commises par des hommes blancs de plus de 50 ans. Donc c'est vrai que c'est oui, bien cohérent, sûr. voilà. Bien sûr, vous pouvez demander à des femmes qui se promènent en jupe, par exemple, dans les quartiers sensibles. Bien sûr que ce sont des hommes de 50 ans qui sortent de leur Porsche et de leur Jaguar pour les agresser. C'est très connu. Évidemment, tout à fait. Avec un Panama, tout à fait, qui s'en prennent aux femmes qui portent des jupes trop courtes. C'est tout à fait le portrait type de l'agresseur de femmes avec des jupes trop courtes. D'ailleurs, ces mêmes hommes sortent d'une Porsche aussi, toujours avec le même Panama, pour leur reprocher de ne pas être voilés, par exemple. Ah oui, évidemment. Ça, on l'a vu beaucoup. Ça a été très documenté. Ça a été filmé. Bon, on le montre pas parce que voilà, bien sûr. Il faut rester discret sur ce genre de phénomène. Mais tout ça est extrêmement. Et c'est des lecteurs de Richard Millet, beaucoup aussi. Évidemment. Et souvent, ils sortent avec un livre de Richard Millet pour s'identifier. C'est comme ça qu'ils se reconnaissent. Voilà. D'ailleurs, ça s'arrête pas là. Donc, c'est également eux qui agressent. Les porteurs de kippa aussi. En banlieue, dès qu'ils voient une kippa, ils deviennent dingues. Les lecteurs de Richard Millet, une kippa, ça les rend hystériques. Donc ils sortent, là, voilà. Donc ça aussi, je l'ai vu de mes yeux, je peux en témoigner. Donc tout ça est tout à fait cohérent. Alors vous dites qu'est-ce que ça donne en littérature ? Et alors en littérature, comme Barthes avait fait des mythologies, il faudrait peut-être plutôt faire les mythologies de Barthes. Et ça donne Christine Angot et son Dieu qui a eu le prix Nobel, maintenant, le prix Nobel, voilà. Annie Ernaux. Alors, vous mettez des extraits de Christine Angot. Ouais, bien. Citer les grands auteurs. Oui, ça, c'est une de vos idées fixes. Ça revient. Vous voulez dire de donner des extraits ou Christine Angot ? Christine Angot, à chaque fois que je vous reçois. Oui, mais là d'abord, c'est un cas très intéressant. Elle se retrouve au Goncourt. Ah oui. Oui, elle est membre du prix Goncourt. C'est un peu comme si moi, qui ne peux pas faire un œuf aux plages, je tenais un grand restaurant, si vous voulez. C'est un peu le même principe d'incompétence. Et puis là, il se trouve que la carrière de Sandrine Rousseau a été lancée par une fameuse joute contre Christine Angot sur le plateau d'On n'est pas couché, puisque Sandrine Rousseau est venue témoigner d'une agression sexuelle qu'elle avait subie. Et Christine Angot a très très mal pris qu'on vienne lui contester son monopole victimaire. Elle dit non, c'est pas vrai. Il y a une seule victime, c'est moi. Et surtout, il y a une seule manière d'en parler, c'est la mienne. Sandrine Rousseau disait non, il y a une autre manière. Et donc, ça a été terrible. Mais Sandrine Rousseau a gagné parce qu'elle a commencé à pleurer. Alors, si vous commencez à pleurer, c'est réglé. L'autre, en l'occurrence Christine Angot, passe pour vraiment un bourreau, sans cœur, etc. Donc, Christine Angot, en fait, a toute sa place dans ce livre parce qu'elle a lancé la carrière de Sandrine Rousseau. Alors, quelques extraits de Christine Angot. Alors, ça, c'est dans Léonore Toujours. Oui, Léonore Toujours. Le maçon s'appelle Monsieur Ahmed. Il est en plein ramadan. Lui, toujours très discret, ce matin m'a regardé. Peut-être à cause des WC. Il sait que c'est là que je vais.
À nouveau, je suis seul dans l'appartement, sauf lui et elle. Elle s'est levée. Ah non, j'ai cru que je parlais des WC. Je ne sors pas. S'il bande et la viole, il la fort. Il la fort. Il la bien fort. forêt. Forêt, vers ok. forêt, oui. Comme Gérard Forêt. Oui, mais respectez bien le texte de cette grande Je ne poétesse. sors pas s'il bande et la viole. 3 petits points. Il la fort jusqu'au fond, accroché aux petits muscles. Voilà. Alors là, c'est un cas d'intersectionnalité intéressant, puisque Christine Angot étant une femme, donc elle a raison. Mais là, elle aligne des clichés, comment on pourrait les qualifier? Bon, c'est immonde, très certainement, mais elle associe des signes distinctifs d'un musulman, le ramadan, etc., avec le viol d'une enfant de 4 ans. C'est intéressant. Ouais. Si c'était Richard Millet qui avait fait ça, vous imaginez la bronca? Mais c'est dégueulasse, ce qu'il est d'ailleurs. Bon, ce passage, moi, je trouve ça tout à fait immonde. Mais ce serait un auteur classé de droite, on dirait, mais comment? Il faut absolument l'exclure, ce type doit être banni. C'est Christine Angot, ça passe comme une lettre à la poste. Donc voilà. Non mais, voilà la France. Il y a 2 listes. Soit vous êtes dans la liste où vous avez la carte, soit vous n'avez pas la carte. Si vous avez la carte, tout est permis. Madame Angot, tout lui est permis. Et elle a quand même permis la carrière musicale de Doc Gynéco. Oui, en effet. Moi, j'ai fini par avoir de la tendresse pour Doc, pour Doc Gynéco. Ah, c'est vrai que vous aviez fait un grand débat avec lui. Oui, écoutez, on s'est expliqué, donc je ne sais pas s'il faut y revenir. C'est un incident à la fois comique et tragique. Voilà, je m'en suis expliqué avec lui. Là. Écoutez, ça nous arrive à tous. Il était dans un état un peu second, donc ça a un peu dérapé. Il s'en est expliqué, il s'est excusé, donc l'affaire est close. Il paraît qu'il n'est pas revenu parmi nous. Hein. C'est compliqué. Je crois que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'excès. Il y a des excès dont on revient difficilement. Qu'est-ce que vous voulez? Alors là, un autre extrait de Christine Angot. Ah. Je suis allé pisser au water et j'ai vu que c'était sale. J'ai compris qu'Oscar était un homme malade car ses matières sont molles. Il avait éclaboussé tous les waters. Je ne voulais pas de saleté. J'ai pris une brosse et j'ai nettoyé la saleté. Avoue que c'est génial. Les autres. Pourquoi les autres? C'est le titre du livre, n'est-ce pas, les autres? Ah ok, d'accord, j'avais cru. Voilà. C'est très beau. Hein. Bah écoutez, je sais pas si ça doit être commenté, c'est de la poésie pure, quoi. C'est vraiment lui, c'est Grodec, c'est le ça, c'est freudien, c'est beau. Et puis surtout, ça fait 5 lignes. Ah ouais, c'est déjà 5 lignes. Vous voyez, vous avez déjà abattu 5 lignes, quoi. Voilà, juste avec les WC. Non, c'est très beau, elle tire de la poésie, même des endroits les plus inattendus. Et elle parle aussi de l'érotisme des chambres à gaz. Oui, c'est intéressant aussi. Elle dit cette phrase, je pense que tous ceux qui ont eu dans leur famille une victime de la Shoah apprécieront. Elle dit que dans une querelle de couple, il peut y avoir une ambiance aussi étouffante que dans une chambre à gaz. Je trouve ça tout à fait, pertinent, pas déplacé pour un sou, de bon goût. Mais pour la même raison que je vous ai dit tout à l'heure, elle a la carte. Personne ne va venir lui chercher des noises. Alors que, je prends Millet parce que c'est un exemple un peu emblématique, ce serait une bronca immédiate. Enfin, tout ça est un peu écœurant. Et puis moi, je trouve que, écoutez, franchement, ce délire-là, à base de matière molle et de WC d'un côté, et d'érotisme des chambres à gaz de l'autre, c'est un peu nauséeux quand même. Et alors, Annie Ernaux, qui était là, je sais plus, elle avait fait un truc pour le bouquin, j'ai oublié ce que c'était, précisément, ou un truc qu'elle avait dit, mais c'est surtout Annie Ernaux qui avait conduit la liste contre Richard Millet, qui a été un... Et alors, finalement, je sais pas, j'ai pas lu, mais... on a l'impression que c'est assez génial, le prix Nobel qui est devenu un prix de bonne conduite. C'est-à-dire un prix, une sorte de prix de respectabilité, un peu comme, voilà. Tout à fait. Oui, c'est un prix idéologique. Ouais. C'est-à-dire que c'est un prix qui récompense celui qui est le plus en phase avec l'air du temps. Donc ça encourage quand même les auteurs à être du côté de la morale plutôt que de la littérature. Bon, après, soyons honnêtes, Annie Ernaux, par rapport à Christine Angot et à Sandrine Rousseau, c'est quand même 10 toits au-dessus. Enfin, voilà, il n'y a même pas de comparaison. Moi, d'ailleurs, j'aime beaucoup les premiers livres d'Annie Ernaux, La Place, etc. Moi, j'aime beaucoup jusqu'à un certain point. Mais là, effectivement, ils ont voulu récompenser d'abord une femme. Il fallait que ça soit une femme, évidemment. Une sorte de transfuge de classe, quelqu'un qui a beaucoup écrit sur la domination, puis qui a eu cette phrase aussi étrange, elle a dit « j'écris pour venger ma race ». Ma race, elle emploie le mot race dans le sens de classe sociale. Mais là aussi,
Si par exemple Céline avait dit ça, vous imaginez? J'écris pour venger ma race. On aurait dit bon bah voilà bien l'esprit célinien, nauséabond, etc. Non, j'ai l'impression que à certaines personnes tout est permis et à d'autres tout est interdit. Mais je vois à travers Annie Ernaux et d'autres signes quand même la montée de plus en plus de cet art soumis à l'idéologie. Vous avez vu qu'à Hollywood maintenant, pour concourir aux Oscars, il faut que le film satisfasse beaucoup de critères wokistes en réalité. Il faut que non seulement le personnel reflète une certaine diversité, mais même que l'intrigue reflète certains thèmes de l'ère du temps, laisse une place aux minorités. Donc en fait, on glisse de plus en plus vers un art édifiant, vers un art de curé, quoi. Comme il y avait des manuels de morale autrefois. Absolument. Voilà, des trucs où on disait, bah oui, c'est... Et vous auriez donné le prix Nobel à qui, vous? Bah, moi, je ne sais pas si on peut le donner à titre posthume. Moi, je l'aurais donné à Philippe Roth depuis le temps qu'on voulait. Mais moi, il y a deux auteurs dont je ne comprends absolument pas qu'ils ne l'aient pas eu. C'est Ismail Kadare, le grand auteur albanais. Là, je ne comprends pas. Une œuvre énorme, qui habitait à deux pas d'ici, à deux pas de cet endroit. Et puis Claudio Magris, l'auteur italien. Moi, voilà. Mes deux grands choix. Philippe Roth, il a été écarté pour misogynie. Et Houellebecq Houellebecq, non. Non, on peut lui donner un Oscar pour son film porno. Là, je pense que ça a l'air très très bien. Donnons-lui un Oscar d'honneur. Enfin, maintenant, il veut plus. Il veut plus que ça soit diffusé maintenant, ce film porno. Alors, je comprends pas très bien. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Moi, j'aurais bien voulu voir les. Moi, j'ai vu quelques photos. Ah, vous avez vu des extraits? Ah oui, mais c'est bien. Enfin, c'est vraiment, ça a ruiné ma libido pour 6 mois, parce que. Houellebecq en action, c'est pas, si vous voulez, c'est pas non plus mon fantasme. Oui, je vous fais pas un dessin, mais enfin, c'est pas. Moi, j'aime beaucoup sa femme. C'était avec l'Isis. Oui, mais si vous voulez, là, c'était beaucoup centré sur Houellebecq et comment dire, c'est pas mon genre de beauté, voilà. Sur une échelle de 1 à 10 de l'émoustillage, il est à -8, moi, pour moi. Vous voyez, voilà. Donc voilà. Mais bon, donnons-lui un prix cinématographique. Mais il regrette maintenant. Il veut plus que le film sorte. Mais il en a fait un livre. Il en a fait un livre. Il vient se plaindre. Ah, il se plaint qu'il a été piégé, non, c'est ça? Il se plaint que nous sommes dans une époque de décadence, et pour faire pièce à cette décadence, il tourne dans des films porno. Il doit y avoir une logique là-dedans. Ah, mais c'est assez logique. Qui m'échappe. C'est assez logique. Qui m'échappe. Finalement, est-ce que c'était... Je sais pas, mais il ne renvoie à l'époque que le porno, peut-être ce serait ça, non? Oui, mais il regrette, vous voyez. Donc l'incohérence, c'est vraiment à tous les étages. Non, mais enfin, il faut lui reconnaître quand même des qualités. C'est un visionnaire. Dans Soumission, il nous avait annoncé l'élection d'un président musulman et ça a été Macron. C'est pas tombé loin. C'est un type. Non, écoutez, si on arrondit à la virgule, c'est pas loin. Donc non, c'est un homme plein de qualités. Mais vous savez, comme en France, on a besoin d'un grand écrivain. On ne peut pas vivre sans grand écrivain. Donc on a décidé que c'était Houellebecq. Oui. Le dernier Même lui livre... n'est pas d'accord, je pense. Si, lui est d'accord. Ah oui, lui est tout à fait d'accord. Il n'était pas d'accord. Non, si, lui tout à fait d'accord. Il aurait bien voulu le Nobel. Le dernier livre est illisible. Sérotonine. Illisible. Ah ouais. Tout à fait illisible. 600 pages, 583. Mais on a l'impression que c'est un peu un truc pour une époque aujourd'hui où plus personne. On dit tout le monde écrit, mais plus personne ne lit. Dans cette époque. Finalement... moi aussi, je l'ai lu malheureusement. Oui, c'est ça. Le Houellebecq, malheureusement. Mais Houellebecq, je pense que 90% des gens qui disent j'aime beaucoup Houellebecq n'ont jamais lu une ligne de Houellebecq. Ah, les vénards. Ouais. Moi, je trouve que le style est très proche de Gérard de Villiers. Oui. Ouais, vous avez remarqué? Je l'ai analysé, ça. Ouais. Je l'ai analysé dans un pamphlet précédent qui s'appelait Au secours, Houellebecq revient. J'ai fait une lecture très serrée d'un De Villiers et de Plateforme de Houellebecq et j'en ai déduit que Gérard De Villiers était bien supérieur à il y avait des... Et je préférais d'ailleurs l'humain. Oh oui. Oui, je préférais l'humain. J'ai interviewé Gérard De Villiers qui était quelqu'un d'extrêmement distrayant. Alors que Houellebecq, j'aurais du mal à l'interviewer. Ça m'intéresse pas, Houellebecq. Mais d'ailleurs, c'est votre côté de gauche, parce que toute l'extrême droite adore Houellebecq. Ah bah bien sûr, voilà, donc, est-ce que Zemmour n'aime pas Houellebecq? Si, bien sûr. Oui, non, mais je crois que Zemmour et Houellebecq se voient quand même. Ah oui. Je peux pas dire régulièrement, mais ils se sont vus en tout cas. Moi, c'est pas mon cas. Je l'ai jamais vu que par écran interposé ou par livre interposé. Non, mais Oui, malheureusement, on pourrait reprocher finalement à cette nouvelle droite, sans prendre le terme d'autrefois, mais qui naît
c'est qu'ils sont pas très littéraires en fait. La droite politique française a été littéraire, mais elle est de moins en moins en fait. Elle met maintenant leur idole, c'est Houellebecq ou alors c'est Philippe de Villiers pour ses romans historiques. C'est un peu décevant. On est loin de La Rochelle et de Céline, oui. Oui, sans doute parce que, bon, de toute façon, la littérature a toujours été de gauche. Voilà, intellectuel de gauche, voilà, c'était un pléonasme, et écrivain de gauche, c'en était presque un. Donc, le pouvoir intellectuel, le pouvoir littéraire a toujours été du côté de la gauche. Bon, je trouve que la droite ne résiste pas trop mal. Elle s'exprime, elle a des médias qui lui sont plutôt ouverts, etc. Maintenant, ça a toujours un peu mauvaise presse, oui. Écrivain de droite, ça sonne un peu louche. Moi, je m'en fous un peu de l'étiquette. Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Si c'est un livre classé à droite et que j'adore, moi j'aime beaucoup Paul Morand, qui est pas vraiment un type de gauche. C'est un formidable styliste. Il est ouvert la nuit, fermé la nuit. Moi, je m'en tape totalement que Morand soit de droite ou de gauche. Et pareil pour les écrivains de gauche. Seul le plaisir littéraire compte. Oui, non, c'est vrai que vous avez toujours été anti-Houellebecq depuis toujours. Ah, depuis le début. Vous avez eu quelques marottes. Houellebecq, en gauche, je sais pas qui avait d'autres. Marc Lévy, mais ça c'est plus banal. Oui, c'est banal. Josiane Savigno. Josiane Savigno, oui, mais c'est une vieille histoire. Oui, ça c'est une vieille plus histoire d'amour. Oui. Il y avait quelques marottes comme ça qui revenaient. Oui. Vous voulez dire que je suis fidèle à mes idées? Voilà, c'est ça que vous voulez ça. dire, très bien. Voilà. C'est comme ça, je le comprends. Voilà. Non mais alors, alors, pour continuer un petit peu sur Sandrine Rousseau. D'ailleurs, oui, chose assez intéressante, votre livre est publié chez Léo Cher, ce qui n'est pas anodin, qui est quand même un éditeur qui a... Bon, c'est Nathalie Reims, je crois, ouais. C'est Nathalie Reims, mais qui a édité justement Richard Mier, Gabriel Maznev, Marc-Édouard Nab, enfin plein d'auteurs aujourd'hui infréquentables. Pourquoi chez Léo Cher, qui est pourtant un auteur un peu intello, mais dans le sens un peu parisien, mondain, c'est pas très pour des pamphlets. Il y a de tout dans son catalogue, il y a de tout. Non, c'est parti d'une discussion. Il me dit, est-ce que ça vous dirait de diriger une collection chez Léo Cher? Je dis oui, pourquoi pas. Il me dit non, vous voyez, de textes un peu offensifs. Je dis très bien. Il me dit, vous pourriez aussi d'ailleurs y publier vos livres. Je dis non, je veux bien publier chez vous, mais je ne vais pas publier dans ma propre collection, je suis hostile au principe. Il me dit par exemple, je ne sais pas, c'est quoi les thèmes qui vous paraissent intéressants? Donc j'ai eu le début de la même discussion que nous avons eue tout à l'heure. Je dis, il y a quand même un personnage emblématique, c'est Sandrine Rousseau, il faudrait demander à quelqu'un quand même de s'occuper, de se pencher sur le cas de Sandrine Rousseau. Il me dit, écoutez, je vois personne de plus qualifié que vous, pourquoi vous n'écrivez pas ce livre vous-même? J'ai dit oui, tiens, pourquoi pas. Voilà une bonne idée, et le résultat est le livre que vous tenez sur vos genoux. Et vous avez dîné une fois avec Sandrine Rousseau? Oui, absolument. Chez Félix Macquart. Absolument, Félix Marquard. Marquard, oui, tout à fait. Félix Marquard. Alors, Félix Marquard qui était, je crois, disons qui avait tendance à franchir un peu la ligne blanche, non? Écoutez, je vous laisse la responsabilité de ce jugement. En tout cas, le jour de ce dîner, dans les rails de la pensée, quoi. Dans ce dîner, aucune ligne ne fut franchie. Non, c'est bizarre parce que le rendez-vous était pris depuis un moment. Et puis arrive ce rendez-vous avec Léo Cher. Si bien que je signe le jour même le contrat et le soir, il y avait ce dîner avec Sandrine Rousseau. Mais c'est un dîner très bizarre. Parce que Félix Marquard m'avait dit, écoute, vous n'êtes pas là, il n'y avait pas que nous deux, vous n'êtes pas là pour échanger des idées, il n'y aura pas d'interaction entre vous, vous allez répondre tous aux mêmes questions. Ça faisait un peu alcoolique anonyme, un peu la réunion, ça faisait un peu alcoolique anonyme, ou d'autres trucs anonymes. Oui, d'autres trucs anonymes, en tout cas des trucs anonymes. Bon, moi je dis à Félix, ça m'emmerde ton truc, il me dit non, mais fais un effort, viens, bon, très bien. Ben, c'était assez intéressant parce que il y avait une des questions auxquelles tout le monde devait répondre qui était la suivante. Si vous deviez écrire aux futures générations, qu'est-ce que vous leur diriez? Et Sandrine Rousseau a répondu, je leur ferai une lettre d'excuse pour l'état dans lequel on va leur laisser la planète. Et à ce moment-là, un des autres convives présente une objection et dit, mais quand même, on va leur laisser une planète endommagée, mais on va leur laisser beaucoup de beauté également. Et Sandrine Rousseau a répondu, moi ces beautés, je ne les vois plus. Et voilà. Donc entre ne plus les voir, ne plus les voir, et ne plus vouloir les voir, quand vous ne voyez plus la beauté, ça s'appelle du fanatisme. Ça veut dire qu'il faut détruire les tableaux de Van Gogh au nom de la nouvelle idéologie. Pourquoi Van Gogh? Elle ne les voit plus. Elle ne voit plus Van Gogh. Éliminons-le.
Oui, Mais ce qui est c'était assez intéressant, intéressant. c'est que surtout, Marca, je sais pas comment dire, Marquard. pour moi, incarne un peu le Golden Ball macroniste, la mondialisation, etc. Donc finalement, tout ce mouvement ultralibéral, un peu de Golden Boy, ça va très bien avec le wokisme. Ça peut très bien s'entendre. Je pense que Félix Marcard et Sandrine Rousseau, c'était pas les ennemis absolus, ils pouvaient s'entendre. Non, le wokisme et le capitalisme, évidemment, sont faits pour s'entendre. Puisque le wokisme est quand même, comme tout mouvement en isme, est quand même fondé sur des produits culturels également. Donc le capitalisme va les soutenir, le capitalisme va immédiatement investir dans le wokisme, parce qu'il faut montrer non plus patte blanche, mais patte verte. Donc c'est une mine d'or. Mais s'agissant de Marcard, je ne sais pas si votre remarque est juste, parce que Félix, Félix est quand même beaucoup plus depuis quelque temps vers. Il a pris un virage plus spirituel. Bouddhiste. Pas seulement plus spirituel au sens plus large qu'une croyance en général. Donc je ne sais pas si c'est tout à fait compatible. Enfin, pour moi, le wokisme est une religion aussi, c'est même une religion de fanatiques. Mais je ne sais pas si ça marche avec Marcard. Mais en tout cas, que le capitalisme, ça marche formidablement. Vous avez vu que le wokisme, tout a été repeint en vert pour le plus grand profit du wokisme et du capitalisme. Donc non, ils sont faits pour s'entendre. Ces gens sont faits pour s'entendre. Et elle avait écrit un roman qui s'appelait Épluchure à la Lilloise. Oui, vous l'avez retrouvé. Je l'ai lu 3 fois, parce que j'ai pas compris l'intrigue les 2 premières fois. Il a fallu que je me concentre la 3e fois. C'est un livre assez subtil, puisque c'est un séducteur qui est tué par des femmes qui l'épluchent en plus. J'ai trouvé ça d'un imaginaire tout à fait frais, reposant, subtil surtout. Et il faut énormément de courage pour lire ce livre. Et il paraît que le livre a été mis en examen par des associations écologistes pour dégradation de papier, gâchis de papier. Oui, en tout cas pour atteinte à la littérature. Atteinte à la littérature, parce que là c'est grave. Il y a énormément de délits. C'est un petit livre, mais il y a énormément de délits qui sont commis en très peu de pages. Crime contre la beauté. En go à côté, c'est la dignité de la personne. À la dignité du lecteur. C'est publié où? C'est publié une maison du Nord, une maison lilloise. Donc non, je pense qu'il y a une diffusion un peu limitée, mais moi j'ai souffert. Hein. Et vous l'avez envoyé à Sandrine Rousseau? Bien sûr. Elle vous a répondu? Elle a dit ça me touche un ovaire sans faire bouger l'autre. J'ai trouvé que début de sexualité. Oui, en même temps, on peut dire que c'est une métamorphose qui est peut-être pas souhaitable de l'élégance à la française, vous savez, l'élégance de la femme française qui a fait notre réputation à travers le monde. Ça me touche un ovaire sans faire bouger l'autre. Et elle accepterait un débat avec vous? Je lui ai proposé, elle refuse. Ah, elle refuse. Elle refuse parce que je pense qu'elle ne peut rien répondre aux faits. C'est un livre de faits, c'est un livre d'humeur évidemment. J'y vais de manière offensive, mais il y a énormément de faits qu'elle ne pourrait pas réfuter. Donc voilà. En plus, beaucoup de faits concernent les mensonges de Madame Rousseau, qui est une grande menteuse quand même, qui a beaucoup menti pour nuire à ses adversaires. Et effectivement, comme sur les plateaux de télévision, à part le cas assez récent de complément d'enquête, personne ne la confronte à ses mensonges, elle s'en tire bien. D'ailleurs, il y a quelque chose de très troublant. Imaginez que j'ai consacré ce pamphlet à quelqu'un d'autre, à un autre homme politique. Mais vous pouvez le prendre au hasard, je sais pas. Cet homme politique est invité sur un plateau. Est-ce que vous ne pensez pas que le journaliste va lui poser une question sur le pamphlet en disant vous avez vu, vous êtes l'objet d'un... Sandrine Rousseau ne lui pose jamais la question. J'en déduis que c'est négocié à l'avance. Qu'elle dit je viens à condition qu'on ne parle pas de ce livre. Voilà, je pense. Et la complaisance des médias, de la plupart des médias, est tout à fait troublante. Éric Nolot, on vous retrouve à la télévision aussi, sur CNews ou plus? Je suis sur CNews. À l'heure des pros? Tout à fait, à l'heure des pros. Je fais également une fois par semaine Laurence Ferrari. Chez Cyril Hanouna ou plus du tout? Je fais plus du tout Cyril Hanouna. Je suis venu juste présenter mon livre chez lui, à Touche pas mon poste. Non, écoutez, je pense qu'on retravaillera ensemble. C'était pas le cas cette saison, c'était le cas jusqu'à la saison prochaine. Moi, j'en garde plutôt un bon souvenir. Balance ton poste, c'était une émission très éprouvante à faire. C'était assez extraordinaire, c'était un espace de liberté. Incroyable. Alors, je trouvais ça génial. Parce que c'était en route. Et alors là, il n'y avait aucune forme de censure. Il pouvait se passer n'importe quoi. Pas de filtre.
Alors là, et surtout, on pouvait mettre des gens qui se seraient entretués, qui parfois limite s'entretuaient d'ailleurs Oui. sur le plateau. Ah oui, 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 c'est arrivé C'était, quasiment, oui. il y avait d'ailleurs, j'ai l'impression de vous dire, c'était presque étrange dans cette époque de censure. Et là, c'était presque un ovni, quoi. Ah oui. Oui, oui. C'était assez démentiel. Après, Et pourquoi ça s'est arrêté? ça s'est arrêté, ça repartira peut-être un jour. Non, ce qu'il faut bien dire, c'est que quand vous dites faut donner la parole à tout le monde, quand vous le faites vraiment, ce qui est, je suis d'accord avec vous, assez rare, faut s'attendre à tout entendre. Ouais. Parce que là, comme c'était des opinions parfois extrêmes, il n'y a pas que des opinions extrêmes, mais les opinions extrêmes trouvaient à s'exprimer, on a entendu des trucs inouïs quand même. Vraiment, notamment les complotistes, ça peut aller quand même extrêmement loin dans le truc. Bon. Donc, si vous voulez vraiment entendre ce que pensent les gens, préparez-vous un peu. Mettez votre ceinture de sécurité parce que vous allez entendre des trucs bizarres. Mais il me semble que c'est de salubrité publique et c'est une émission qui a eu son utilité. Moi, j'ai adoré l'animer. J'ai trouvé que Cyril me faisait une preuve de confiance en me confiant cette émission qui, en effet, était tout à fait inattendue, qui tenait autant de la télévision que du happening. Oui, et en même temps qui était... oui, c'est vrai, c'est peut-être le rôle premier de la télévision, c'est-à-dire on met des gens comme ils sont, sans filtre, sans censure, sans jugement, et pour débattre en direct, sans coupe. Ah oui, d'ailleurs, c'était quasiment pas rediffusé parce que souvent ça tout tombait sous le coup de la loi, donc ils rediffusaient pas. Non, mais c'était assez génial. Il y avait des gens qui se pétaient la gueule. Enfin, et je trouve que ça fait une sorte de soupape de décompression pour les Français. Tout à fait. Presque un truc catharsis grec. Oui, voilà. Mais tout à fait. Parce que, notamment, il y avait des gens présents sur le plateau qu'on ne voyait nulle part ailleurs. Alors, beaucoup sur le plateau, et puis on donnait la parole au public, où étaient beaucoup représentés aussi des gens qu'on ne voyait nulle part ailleurs. Donc en effet, quand vous ne voyez pas ces gens, vous ne les entendez pas non plus, puis tout d'un coup, vous les entendiez. Alors ça a été le cas avec les Gilets jaunes, il y a eu énormément d'émissions sur les Gilets jaunes, avec beaucoup de Gilets jaunes dans le public, mais ça a été aussi le cas des grands débats politiques, des gens... Les animalistes, il y a eu un débat... Ah oui, alors ça c'était encore... Oui, ça y est. Alors ça c'était avant le virage politique. Ouais. C'était avant le virage politique. Mais on a eu aussi une période un peu héroïque, où là, en effet, il y a eu des cas tout à fait... mais à la limite, c'était une autre émission. Oui. On a eu, en effet, les fétichistes, c'était incroyable. Les animalistes, c'était le plus violent, je crois. Les animalistes, oui, c'était ma première animation, je m'en souviens encore. C'était assez violent. Il y a une invitée qui est tout d'un coup sortie de son siège, qui s'est mis au milieu du plateau et qui a craché un liquide rouge qu'elle s'était mis dans la bouche en faisant croire que c'était du sang. Elle a arrosé le plateau, donc on a lancé une page de publicité, le temps d'arranger tout ça et de reprendre l'émission. Mais tout pouvait arriver. Moi-même, je me suis levé pour mettre ma main dans la gueule de Bellatar, par exemple. Ah oui. Voilà, ils m'ont arrêté à mi-chemin. Oui, je m'en souviens. Oui. D'ailleurs, j'étais tout surpris que la voie s'était dégagée, mais le service d'ordre était derrière moi. Mais j'étais presque arrivé au but et j'étais bien énervé ce jour-là. J'aurais mis mes mains dans la gueule. Donc, effectivement, une émission qui ne ressemblait à aucune autre. Moi, j'en garde des très bons souvenirs. Maintenant, c'est à risque. C'est sans filet de sécurité, sans ceinture de sécurité. Il n'y a pas de frein, il n'y a qu'un accélérateur, donc il faut assumer. Cyril Hanouna a assumé, j'ai assumé, C8 a assumé. Je suis sûr que ça reviendra parce que je pense que dans une époque où tout le monde a l'impression d'être un peu bâillonné, bridé, les gens ont besoin de ça, les gens réclament ce genre d'émission. Bien sûr. Écoutez, Eric Nolot, merci beaucoup. Le plaisir fut pour moi. Ça s'appelle La faute à Rousseau et chez Léo Cher. Merci beaucoup à tous, salut et fraternité.